À propos de cette thèse du grand remplacement, il y a une version un peu plus sophistiquée quand même, qui consiste à dire qu'il va y avoir ce flux de migrants venus de l'extérieur, donc ils vont commencer à remplacer une population de souche, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que comme ces migrants ont des enfants par famille beaucoup plus importants que les familles de souche, et que les femmes sont beaucoup plus fécondes, donc ça va accélérer encore le processus. Donc c'est un aspect que certains démographes de droite ont développé. À propos de ce que vous avez dit sur la culture de l'excuse, alors là ça me semble aussi important parce que la culture de l'excuse, notamment, ça sert maintenant à couvrir le colonialisme. C'est-à-dire que dire on ne peut pas célébrer, par exemple, l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? C'est s'excuser par rapport à notre politique coloniale. Donc, célébrer l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas une bonne chose. De la même manière que célébrer, par exemple, ou commémorer les ratonnades, etc., à Paris, au moment de la guerre d'Algérie. Donc, il y a cette dimension-là qui est très importante. Il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, entre Valls et un certain nombre de sociologues, quand Valls a dit, Bernard Lahire, c'est ça, c'est très important. Là, il a dit quand même que l'origine du djihadisme, on n'avait pas à le rechercher, ce qui comptait, c'est de combattre. Et que ça invalidait pratiquement les sciences sociales. Pas à savoir, c'est pas le point important. Il y a un sociologue d'ailleurs qui s'appelle Lahire, un sociologue de Lyon, qui a fait une très très bonne réponse dans le monde à ce sujet, montrant justement que c'était vraiment non seulement une ignorance, Valls, mais qu'en même temps, moi je l'ai connu pour l'avoir eu comme étudiant quelques années à Sciences, mais que c'était aussi un faussaire et à mépriser toute forme, disons, d'intellectualisme, pourrait-on dire. Un dernier point sur lequel je voulais vous interroger, c'est Onfray. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Onfray? Michel Onfray, voilà aussi un de ceux de la palette là, de ces néoconservateurs. Moi, il me suis donné la peine de lire un peu là, son bouquin sur Freud, toutes les anecdotes, son bouquin aussi, là où il critique Sartre de manière assez virulente. Alors voilà un type quand même, là, lui aussi, il a le langage peuple. Il vient du peuple, il insiste beaucoup sur cette dimension-là. C'est l'université populaire, donc cette dimension-là. Alors ça me semble... Qu'est-ce que vous en pensez pour votre part? Où le classeriez-vous? Oui, vous pouvez le passer le micro à Philippe. Vas-y. C'est vachement dur par les temps qui courent de s'appeler Valls, parce que je m'appelle Valls. Bon, mais il y a une chose qui me frappe dans votre exposé et aussi dans votre livre, et c'est qu'est-ce qui sous-tend matériellement tous ces mouvements. C'est-à-dire que je veux dire, on est bien d'accord que c'est pas simplement une lutte des idées, et les idées ont une existence comme ça, toutes seules, mais qu'il y a bien des forces matérielles derrière cette chose-là. Et à ce moment-là, quand on commence à analyser la réalité, je vais prendre un exemple qui me semble important. En 1930, la France et l'Angleterre possédaient plus d'un cinquième de la planète, dominaient le monde absolument, intégralement. Jusqu'à la fin du XXe siècle, cette domination occidentale paraissait encore très très forte. Et puis l'émergence au niveau démographique, mais aussi au niveau économique, et puis à l'intérieur des pays, des changements. Par exemple, aux États-Unis, la population dite blanche va devenir minoritaire, ne sera plus que la première minorité, la première minorité des États-Unis. Donc, cette domination d'un monde occidental associé aux blancs est en train de finir. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose de l'ordre d'une réaction, une réaction à un mouvement qui finalement
est déjà tellement engagé qu'il n'y aura pas de retour possible. Et je donne un autre exemple, c'est-à-dire on parle de ces gens-là, par exemple aux États-Unis, des Tea Party, etc., de leur force, de leur puissance, etc. Mais en même temps, quand on regarde des sociologues qui étudient les États-Unis, ils disent que, par exemple, pendant toute la période Bush et la période après, il n'y a jamais eu autant de mariage mixte, d'union mixte à l'intérieur du pays. Et c'est-à-dire qu'en même temps, il y a un mouvement, il y a un autre mouvement qui lui est souterrain, qui lui s'exprime pas. Et alors comment ces choses-là, parce que sinon, excusez-moi, je termine là, votre discours, ce que je crains, c'est que, je veux dire, on est assommé. Et on est assommé et on se dirait, bon, ben, finalement, ils expriment un mouvement de la société sur lequel on peut rien. Mais est-ce que c'est bien le reflet de la société? Est-ce que c'est... Bien sûr, c'est le reflet d'une part de la société, mais pas toute la société. Et il y a d'autres forces qui sont aussi en cause, mais à ce moment-là, bon, voilà. Attends, non. Oui, vas-y. Mais il ne faut pas que ça circule. Vas-y. Je voulais vous interroger sur des choses qui sont un peu en amont de tout ça, parce que ce qui est effrayant, c'est moins ce que vous dites que le fait que vous l'ayez dit il y a 15 ans. C'est-à-dire que une prophétie désagréable, c'est toujours désagréable, mais quand ça se réalise, c'est encore plus désagréable. Et je voudrais voir s'il y a des analogies à faire avec des choses dans le passé. Et vous évoquiez tout à l'heure riposte laïque en disant c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est pas complètement autre chose parce que ça vient vraiment de la gauche. C'est-à-dire que c'est issu d'une scission, d'un courant qui s'inscrivait pleinement dans la gauche républicaine. Son principal animateur est un type qui a fait toute sa carrière à la CGT, qui a été un temps membre de la LCR, mais qui a toujours été de gauche, Pierre Cassel. Et c'en est là. Et c'est ce glissement qui m'angoisse un peu. Alors, est-ce que ce que vous racontez a à voir, par exemple, avec ce que Hockenheim décrivait à propos de ceux qui sont passés du Col Mao au Rotary Club? Si ça n'a rien à voir, tant mieux, mais est-ce que ça a à voir avec d'autres cas de changement de camp, comme par exemple on a vu avec l'éclosion des nouveaux philosophes? Là, on remonte aux années 70, où on a vu des gens de gauche devenir des idéologues de droite dont les effets dans la société ont fini par être très puissants. Et est-ce que ça peut avoir avec le passage également du côté de la réaction d'un certain nombre de gens de gauche aux États-Unis dans les années 50, quand on a vu basculer au moment du McCarthyisme tout un tas de néo-convertis, et avec la puissance du mouvement qui s'en est suivi. Merci. Oui, je voudrais vous poser aussi une question. C'est dans ce que vous avez dit, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est quand vous dites le néoconservatisme se rit du partage gauche-droite. Et en conséquence, le néoconservatisme surgit aussi bien dans des secteurs de la gauche que des secteurs de la droite, et donc redistribue, et donc rend quelque part cette vieille opposition, cette vieille ligne de partage, la rend quelque part fragile, inefficace, difficile à penser et difficile. La déstabilise en tous les cas, ça a un effet déstabilisateur. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, par exemple, il y a un épisode dont vous n'avez pas parlé, c'est peut-être celui-là qui vous est venu à l'esprit et après que vous avez oublié, mais c'est peut-être celui-là qui restera dans l'histoire de ces 15 ou 20 prochaines années. Je trouve, comme le plus grave, c'est quand même le voyage de Valls en Allemagne pour attaquer la politique de Merkel sur les réfugiés. C'est-à-dire que le gouvernement français socialiste a été l'élément principal de déstabilisation de ce que Merkel essayait de défendre dans une situation déjà difficile. Et a définitivement, disons, le gouvernement socialiste, là c'est vraiment, enfin le Premier ministre, c'est vraiment, sans que ça fasse une grande émotion, hein, il n'y a pas eu dans le Parti Socialiste une grande émotion sur cette question, a vraiment, là, attaqué et mis en cause, et déséquilibré, déstabilisé complètement la chancelière Merkel, et s'est situé à droite de Merkel. C'est-à-dire qu'on avait d'un seul coup les représentants socialistes français qui se situaient à gauche
de la CDU, c'est quand même... à droite de la CDU, c'est quand même une situation qui... on n'aurait pas difficilement quand même pu imaginer il y a 10 ans. Ça, c'est quand même... Je trouve que c'est un événement qui a des conséquences considérables en plus. Parce que, quelque part, on est quasiment, aujourd'hui, vécu au niveau international comme une grosse Hongrie, quoi. Pas se cacher les choses. La France, c'est une espèce de grosse Hongrie. Quand les images de ce qui se passe à Calais, quand on voit tout ce qui se passe, on apparaît comme une Hongrie où les immigrés ne veulent pas venir, d'ailleurs. Où les réfugiés ne veulent pas venir. Ça, c'est très significatif aussi. On voyait ces images à la télévision où, quand les réfugiés sont massivement arrivés en Allemagne, le gouvernement français avait installé des spots dans les grandes villes allemandes pour dire « vous pouvez venir chez nous ». Et on voyait ces reportages où il n'y avait personne qui voulait venir. Il n'y avait pas de réfugiés qui voulaient venir en France. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi, je crois, peut-être que c'est peut-être ça l'événement qui restera le plus important dans l'histoire à venir. Alors, la deuxième chose que je voulais vous intervenir, c'est que il y a quelque chose de très difficile, effectivement, Philippe en a un peu parlé, mais qui est très important, je crois, c'est que les néoconservateurs, ou ces courants-là, se présentent toujours comme représentant le bon sens, la France et la majorité. Ils disent tout haut ce que la majorité pense tout bas. Ils représentent le peuple. Or, effectivement, à chaque fois qu'il y a un événement important, on se rend compte que c'est totalement faux. Sur le mariage pour tous, par exemple, effectivement, ils pouvaient dire on est la voix du peuple, etc., mais tous les sondages qui étaient faits, d'un bout à l'autre de la situation, le mariage pour tous était majoritaire dans la population française. Si on prend un autre exemple qui est très caractéristique, que j'ai vu, on voyait l'autre jour des représentants de la droite qui défendaient la loi El Khomri, parce qu'il n'y a plus que les représentants de la droite qui défendent ouvertement la loi El Khomri, et qui disaient en gros, qui parlaient au nom de la jeunesse, du progrès, etc. Alors, on sait que 80% des jeunes sont contre la loi El Khomri, et que plus les gens sont jeunes, plus ils sont contre. Et que c'est au contraire chez les personnes les plus âgées qui a le soutien le plus fort éventuellement à la loi El Khomri. Donc, ce qui est proclamé, mis en avant, martelé, est totalement faux. Et l'autre chose aussi, troisième point sur ce rêve, effectivement, ce rapport gauche-droite, cette déstabilisation du rapport gauche-droite, on la voit très bien dans le roman de Gilles, de Rieux-La Rochelle. Dans Gilles, on voit très bien, dans la dernière partie, ce rêve de rapprocher la gauche radicale marxiste, des groupes radicaux marxistes, les faire fusionner, ça c'est dans le roman, les faire fusionner avec la droite extrême, pour faire des groupes communs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, qui était peut-être un peu plus utopique, mais qui était effectivement, qui est ouvertement décrit et défendu dans ce roman de Drieux-La Rochelle, il se fracasse sur un événement qui est la guerre d'Espagne. Et ça, c'est raconté qu'au bout d'un moment, la guerre d'Espagne, d'un seul coup, dans la guerre d'Espagne, il n'y a plus de... la guerre devient totale. Il reconstitue d'un seul coup les lignes de front. Les lignes de front d'un seul coup, entre ceux qui soutiennent Franco et ceux qui s'opposent à Franco. Quels que soient les problèmes qu'il y a eu dans le camp de ceux qui s'opposaient à Franco, c'est encore une autre histoire. En tout cas, les lignes étaient d'un seul coup recomposées. Mais je trouve que, effectivement, il y a l'effet de... Qu'est-ce qu'on fait politiquement? Parce que quand on a une telle déstabilisation du rapport gauche-droite, des lignes de front gauche-droite, et quand on voit ce néoconservatisme surgir, y compris dans les rangs de la gauche, quoi. Il y a Charles qui voulait intervenir, donc je te repasse le micro. Puis après, après, il y en a encore quelques-uns, puis après... D'accord, oui, ça va s'accumuler, mais tu trieras. Mais moi, j'ai pas de questions à vous poser, comme ça facilite. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Philippe. Même pas franchement du tout. Et un peu en désaccord avec ce que... Vous ne l'écrivez pas comme ça, mais vous l'avez dit. Je trouve que ce que vous avez dit n'est pas tout à fait la même chose que ce que vous avez écrit. Ça ne fait pas voler en éclats la limite droite-gauche, cette affaire. C'est pas vrai. Ce que ça fait voler en éclats, enfin je crois que c'est pas vrai, je ne veux pas être définitif, ce que ça fait voler en éclats, c'est le fait qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont de gauche, et pour lesquels la gauche, c'est quelques valeurs tellement vagues qu'elles n'ont plus de signification, et qui, dans un certain contexte politique et social, dérivent à droite presque sans s'en rendre compte, au point d'adopter les pseudo-valeurs de bon sens du camp d'en face. Alors,
cette affaire, quand on parle des néoconservateurs américains, on dit ça n'a pas à voir, c'est un peu... Il ne faut pas parler de ces choses-là comme d'une culture hors sol. On peut presque faire un calendrier de cette affaire. Il y a eu 3 offensives néolibérales du point de vue économique, je veux dire, hein, qui ont commencé par les États-Unis et qui ont gagné toute l'Europe. 80, les années 80, les années 90, les années 2000 jusqu'à la crise, en 3 vagues. À chacune de ces 3 vagues, il y a eu des offensives politiques, idéologiques, sociales et bien sûr économiques, dans lesquelles des idéologues, des hommes et des femmes de plume, aux États-Unis d'abord, mais ailleurs, sont passés lentement, et puis pas si lentement que ça, de ce côté-là, pour justifier l'offensive politique et sociale qui était en cours aux États-Unis, en Europe. Pour moi, le scénario, il est celui-là. Et pas vague de l'explosion des limites droite-gauche, etc. Tout ce que vous décrivez, ce que tu as décrit aussi Philippe, et ce qu'on connaît tous sur Valls aujourd'hui, c'est comme Blair hier en Angleterre. Bon, c'est exactement ce phénomène-là. Ces gens perdent leurs limites, ils n'ont plus de référence, ils n'ont plus de balises, et à partir de ce moment-là, bon, le bon sens devient l'alibi de tout ça. Je conclue, j'ai un petit reproche à vous faire, petit. Vous dites gravement dans votre postface, 14 ans après, à la page 98, hein, c'est exact, certes, le marxisme est mort. Ouf, comme ça, en passant. Certes, le marxisme est mort. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que vous parlez un peu d'autre chose, mais je trouve que, vous l'avez dit oralement d'ailleurs, les principaux protagonistes de cette affaire en France sont des gens qui, politiquement, sont assez marqués dans une certaine sphère. C'est pas la gauche de la gauche exactement, c'est pas l'extrême gauche exactement, c'est des gens qui ont été, plus exactement, pardon, maoïstes, y compris Finkielkraut, et qui, avec la culture que vous décrivez un peu du chef, etc., et de la pensée unique pour eux à l'époque, et de l'explication monocausale de tout, bon, finalement, ont basculé avec ce système de référence et avec ce système de raisonnement de ce côté-là. Donc, le marxisme n'est pas forcément mort pour tout le monde. On va faire une dernière intervention, et puis après, vous ferez la synthèse ou la réponse que vous voulez. Faites passer le micro. Oui, enfin bon, moi c'est juste la question que je m'étais posée. C'est la question que je m'étais posée en te lisant à la sortie du livre et encore plus aujourd'hui, mais où ça va? Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Philippe. C'est pas la France, c'est pas oui, c'est une grosse Hongrie peut-être, mais le problème c'est que des Hongries, il y en a quand même. Enfin, il y en a qui sont particulièrement, qui s'affirment, mais je veux dire, il y a Poutine, tu parlais de Poutine, mais au Japon, on a au pouvoir, c'est les militaires. Moi j'ai l'impression de vivre dans Philippe K. Dick, Le Maître du Château, c'est-à-dire ce livre de science-fiction où c'est... Hitler a gagné la guerre. Voilà, exactement. Le Japon, les puissances de l'arc sont... Parce que si on regarde ce qui se passe, les dictatures... Il y avait des choses formidables en Amérique latine, mais ça se passe pas... c'est pas si bien que ça. Il y a la corruption quand même. Enfin bon, moi je dois dire... je pense que ce qui se profile, c'est quand même... enfin, je voudrais te poser la question, d'après toi, comment tu interprètes ça? C'est pas une histoire de génération, c'est pas des jeunes révolutionnaires qui s'agissent en vieillissant, c'est pas ça. Hein, il y a un courant mondial, néoconservateur, qui prend des formes différentes suivant les pays, et qui n'arrive pas en même temps, mais... voilà, donc c'est d'après toi où ça va tout ça? Merci. Bon, ben, je propose que tu réponds. Je te passe le micro. Vas-y, je te le fixe. Alors finalement, beaucoup de questions, y compris celles que Anne, enfin l'intervention de Anne repose encore cette question de savoir est-ce qu'il faut être désespéré ou il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Moi, je suis évidemment plutôt
non pas optimiste, ça n'incite pas à l'optimisme béat, mais je pense effectivement qu'il y a des facteurs de résilience. Après tout, on prenait l'exemple des États-Unis. La campagne de Trump, ça se passe pas si bien que ça. Il y a Trump, mais il y a aussi Bernie Sanders, qui est un phénomène quand même intéressant. Voilà un type qui se dit lui-même socialiste, alors que socialiste aux États-Unis, déjà on accuse Obama d'être communiste. Alors bon, donc non. Justement, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que, au fond, si on regarde la société française montre, et c'est justement ça qui est dégueulasse finalement dans tous les discours, par exemple islamophobes ou ne parlant que du communautarisme, des choses comme ça, des inepties de cette nature, alors que effectivement il y a pas, oui, il y a le taux des mariages mixtes, il y a l'intégration quand même de plus en plus, malgré tous les facteurs d'empêchement. Il y a des réussites d'élite post-coloniale dans la société française. Donc, je pense que c'est pas... on va pas faire justement comme les gens dont je parle, qui disent tout est foutu, etc. Parce que c'était quand même leur discours, surtout en 2002. Maintenant, ils ont pris un peu de l'assurance et donc ils ont un programme, donc comme j'ai dit, parfois effrayant, etc. Mais je pense effectivement que c'est pour ça que le discours qui, au fond, jette comme ça l'interdit sur l'enquête sociologique, sur les sciences sociales, qu'elles soient marxistes ou pas, moi ça me gêne pas. Quand je dis le marxisme est mort, je voulais dire, bon, l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a plus que à peu près Badiou qui la soutiennent, l'idée que il faut remplacer la démocratie bourgeoise par une vraie démocratie prolétarienne, la dictature du prolétariat, etc. Bon, ça, c'est ça que je veux dire, c'est ce Marx-là qui est mort, mais pas effectivement le fait qu'il faut analyser la société. Ça reste au contraire un facteur de résistance. Aujourd'hui, les gens qui font des véritables enquêtes, pas à la Gilles Kepel, mais vraiment sérieuses, sont tout à fait plus que jamais nécessaires. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent, des intellectuels qu'on ne voit pas à la télévision, etc., qui travaillent. Moi, j'ai pas parlé là du côté médiatique de la chose, mais ce qui surtout maintenant, c'est l'alliance de ces gens-là avec toute une partie, malheureusement, des journalistes, en particulier les journalistes, disons, des chaînes d'information continue, qui se font vraiment les véhicules de cette espèce de pensée unique, non pas dans la société française, où il y a beaucoup d'autres pensées, il y a un pluralisme, etc., mais pensée unique dans ce qu'on écoute toute la journée à la radio, à la télévision, et dans la plupart des journaux. Hein. À part Libé et Mediapart, c'est quand même, effectivement, le même discours partout. Et encore même dans Libé et Mediapart, de temps en temps, on a des surprises. Alors, donc, voilà. Voilà. Oui, alors il y a certaines questions qui m'ont été posées. Alors, par toi, par exemple, tu dis effectivement riposte laïque. Oui, c'est pas absolument exceptionnel. C'est simplement là, il pousse à bout des tendances
qu'on trouve ailleurs sous une forme plus soft. Mais il y a un certain nombre de gens qui enfourchent des faits réels, parce qu'il y a des faits réels. Je prends par exemple tout le débat qui a eu lieu à propos de Cologne. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent « il ne s'est rien passé à Cologne », etc. Mais sauf que ce qui s'est passé à Cologne, ça sert à conforter finalement le discours du grand remplacement. C'est ça qui est absolument, au lieu de dire effectivement il peut y avoir des problèmes, etc. pour donc les féministes, elles peuvent être écartelées parfois entre le fait que pas donner du grain à moudre aux racistes, mais en même temps il faut quand même dénoncer ce qui est intolérable. Donc parfois on est, je veux dire, on n'est pas toujours dans des choses absolument blanc et noir. Il peut y avoir des zones grises aussi. Mais faut faire attention, effectivement, que avoir toujours en tête cette idée du parti de l'autre et du sursaut. Si c'est pour nous dire le sursaut, non merci. On a déjà donné à certaines époques de l'histoire de France, etc., les boucs émissaires, etc. On sait où ça peut mener. Alors, il y a parfois des questions de fait. Je ne crois pas que, franchement, qu'on puisse dire que si on accueille des immigrés, à supposer qu'ils aient le taux de fécondité supérieur au nôtre qu'on lui attribue, c'est pas évident. Je prends un pays que je connais bien, la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie a un taux d'enfants par femme qui est exactement celui de la France. À peu près 2 ou en dessous de 2, etc. Donc, je vois pas donc où est beaucoup de pays dont sont originaires les migrants ont vu déjà les taux de fécondité se diminuer, voire même s'effondrer. Ça avait été très bien montré par un livre qui était paru pratiquement en même temps que le mien, de Emmanuel Todd et de Youssef Courbage, en 2002. Il montrait finalement c'était juste avant les printemps arabes, enfin c'était même pas mal de temps avant les printemps arabes, mais il prévoyait déjà un peu ce genre de choses à partir de 2 facteurs qui étaient une démographie qui n'était plus la démographie galopante que selon les stéréotypes, et d'autre part le taux d'alphabétisation, d'éducation, qui avait quand même beaucoup remonté. Là encore, je prends l'exemple de la Tunisie, etc., où on a un taux c'était même d'ailleurs un des éléments du problème social dans ce pays, ou en Algérie, c'est qu'on a des gens qui sont diplômés et qui trouvent pas de travail. C'est pas des gens qui sont simplement comme ça des sous-prolétaires qui tiennent. Au contraire, c'est des gens qui ne trouvent pas la place dans la société auquel la formation qu'ils ont faite. Enfin bon, je suis pas là pour parler de ça, mais faut dissiper un certain nombre de lieux communs qui font beaucoup justement pour attiser les peurs. Parce que je m'aperçois que dans mes oublis, il y a surtout, d'ailleurs j'ai retrouvé sur ce que je voulais dire sur Valls. Tu as tout à fait raison de signaler, c'est peut-être le scandale absolu, l'aide qu'il a donnée à la droite allemande, etc., Valls, mais je pensais à son attitude vis-à-vis du problème de l'observatoire de l'islam avec Jean-Louis Bianco, etc., sa prise de parti, etc., parce qu'il trouvait, au fond, Bianco pas assez islamophobe à son goût, il préférait Elisabeth Badinter. Bon, donc c'était ça que je voulais dire. Parmi les interventions alors il faut pas effectivement en faire notre tête de Turc, mais enfin on
peut simplement se demander de quoi Valls est-il le nom, comme dit l'autre, et on aboutira à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai oublié des... oui, Michel Onfray. Alors Michel Onfray, comme je m'en faisais d'ailleurs l'écho déjà dans ma postface, ça me pose un problème. Sur certains points, il a indiscutablement rejoint la pensée unique. C'est-à-dire qu'il tape sur l'islam, tout en disant, alors c'est pour ça que il est un peu, il prend y compris ses nouveaux amis à rebrousse-poil, il a après les massacres du 13 novembre, il a dit oui, la France est islamophobe à l'extérieur et islamophile à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont en fait, on paye ces attentats, c'est le prix à payer pour nos interventions en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Bon, ça laisse un peu rêveur, mais c'est un personnage tellement égocentrique. Faut vous dire, il n'est pas le seul dans l'intelligentsia, etc. Il y en a beaucoup comme ça, mais effectivement, il est quand même un peu inclassable par certains côtés, tout en étant tout à fait classable par d'autres. Il a attiré l'attention sur lui, par exemple, en disant il a un truc qui m'a réjoui, d'ailleurs, je l'ai écrit quelque part. Il a dit en novembre dernier, je vais observer une diète médiatique. C'est-à-dire, alors là, c'est un aveu formidable parce que il balance sur les copains, parce que ça veut dire effectivement qu'il y en a, y compris lui-même, ils ont peut-être une overdose médiatique, etc. Évidemment, cette diète médiatique, il l'a observée 15 jours. Bon, c'est pas possible, il est trop accro. Franchement, Michel Onfray, c'est pas le pire, même si on peut pas aujourd'hui acheter un hebdomadaire sans voir sa binette sur la couverture, etc. C'est pas quelqu'un qui, au fond, va parler du grand remplacement, va parler de la remigration, va être contre même la culture de l'excuse, etc. Donc je crois que le problème, c'est comme le dit Anne, c'est qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un parti mondial. Alors où se mêlent beaucoup de choses. Alors vous m'avez dit, vous m'avez rappelé effectivement la contre-révolution néo-ultra-libérale de Thatcher, de Reagan, etc. C'est quelque chose que je n'aborde pas parce que on peut pas tout aborder. Et il se trouve que parmi les gens que j'ai étudiés dans ce livre, il n'y a aucun libéral. Ils sont tous anti-libéraux, mais d'une autre façon. Finkielkraut, par exemple, il est anti-américain, le modèle américain, etc. Il est absolument contre parce que lui, il regrette là aussi quelque chose qui n'existe que dans son imagination, mais une certaine Europe d'avant la Seconde Guerre mondiale où il y avait un respect du savoir, un respect de la culture, etc., qui est aujourd'hui saccagé par les sauvageons. Et par exemple, tout ce qui vient culturellement d'Amérique, le rock, la BD, Internet, tout ça le dégoûte au plus haut point. Donc il est anti-moderne, si vous voulez, et donc ça l'empêche effectivement de tenir des discours libéraux. Et d'ailleurs, on l'entend pas dans les débats sur la loi
à El Khomri, ces gens-là n'interviennent pas, hein, ni pour défendre le gouvernement, ni pour défendre le MEDEF, etc. C'est pas leur souci. Peut-être qu'un jour tout ça va converger, mais pour l'instant, je m'en suis tenu à des discours qui portent surtout sur ce qu'on appelle, d'un mot que j'aime pas du tout, le vivre ensemble, parce que ça fait partie de ces mots même comme les valeurs, etc., les valeurs républicaines, etc. Tout ça, c'est un peu des mots creux. Mais en tout cas, c'est pas que je néglige effectivement cet aspect, pas plus que je néglige la nouvelle philosophie comme qui a été vraiment une arme de destruction massive en ce qui concerne la fonction de l'intellectuel en France, effectivement, parce que ça a introduit le marketing dans la pensée, etc. Parce que si on regarde les nouveaux philosophes, surtout leurs chefs de file, effectivement, quand ils ont lancé ce mouvement, c'était plutôt pour aider en gros Giscard contre la gauche, mais quand Mitterrand est venu, il est devenu courtisan de Mitterrand, de même que il a soutenu Ségolène Royal un moment, mais après il s'est instauré Lawrence d'Arabie en Libye pour le compte de Sarkozy. Donc c'est plutôt, je mettrais ça pas du côté du contenu d'une idéologie, plutôt que d'un abaissement même de l'idée qu'on peut se faire des intellectuels. Cette idée, par exemple, qu'on trouvait chez Sartre, au fond, de l'intellectuel qui refuse d'être parfois... c'était difficile, comme quand Sartre a refusé le prix Nobel, etc. Ça n'empêchait pas que tout le monde entier ait su qu'il l'avait obtenu, mais il y avait quand même cette volonté, ce refus de parvenir, ce refus de marcher avec les puissants, avec les dominants, d'être toujours du côté plutôt des opprimés. Et par exemple, son anticolonialisme, dont aujourd'hui on lui fait reproche. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué la réhabilitation du colonialisme, justement, et il y a un mot qu'on retrouve souvent, c'est la repentance. Hein, il faut pas se repentir, etc. Ça, c'est Bruckner qui avait lancé ça avec son sanglot de l'homme blanc. Si je me trompe, ça date déjà, c'est de 1983, mais c'est un livre fondateur. C'est-à-dire que, voilà, on peut liquider notre conscience anticolonialiste, on peut faire du culturalisme à l'envers. Les Lumières, c'est pour nous. Les autres, ils sont de toute façon dans le fanatisme. Voilà, il faut surtout les combattre et pas essayer de les comprendre. Merci.